Bonsoir. Donc, petite présentation. Je vais passer rapidement sur ma présentation. Je voudrais qu'on revienne sur les versions de PHP. On va revenir très rapidement sur les versions actuelles de PHP. Le but, c'est de décrire un petit peu, que je vous décrive le fonctionnement du cycle de release d'une version de PHP, comment ça se passe au niveau des releases, à quel moment on fait de la QA et qu'est-ce qu'on fait comme QA. Je ferai un focus sur la gestion des correctifs de sécurité. Il y a eu un gros changement, il y a un nouveau processus qui a été adopté très très récemment. Donc je voudrais en parler parce que ça impacte effectivement les cycles de publication de versions et la QA. Je ferai un tout petit focus sur la roadmap de 7.2 puisque c'est d'actualité, c'est les choses qui vont démarrer maintenant, donc ce sera une toute petite porte ouverte. Et ensuite, parler de la QA, de qu'est-ce qu'on fait, et notamment qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur du projet PHP et en dehors de projet PHP, notamment dans Fedora, qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de QA sur PHP. Et bien sûr, des questions si on a le temps. Donc, s'il y a des gens qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Remy Collet. Je suis utilisateur de PHP depuis bientôt 20 ans. J'ai progressivement contribué de plus en plus à PHP. Donc, d'un côté, je travaille à la distribution, c'est-à-dire au packaging de PHP dans les distributions RPM. Et d'un autre côté, j'essaie de travailler upstream avec les projets PHP ou les extensions et même beaucoup de bibliothèques à côté. Et puis, cette année, j'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir avoir été nommé Release Manager, enfin choisi comme Release Manager pour la version 7.2. Donc c'est moi qui devrais m'en occuper dans les semaines et mois qui viennent. Une de mes grosses activités, c'est la gestion d'un dépôt. Alors je ne sais pas s'il y a des gens d'entre vous ici qui sont sur des distributions RPM, aussi bien Fedora, mais plutôt pour les gens qui sont en production, plutôt sur le monde Red Hat Enterprise Linux ou CentOS. Je maintiens un dépôt qui fournit globalement toutes les versions de PHP. Aujourd'hui, je fournis encore de la 5.4, de la 5.5, 5.6, 7.0, 7.1 et déjà de la 7.2. Ah, bien sûr, la 7.2 n'est pas du tout utilisée. Enfin, c'est vraiment pour test, pas pour autre chose. Avec une grosse particularité, c'est que je fournis notamment des paquets qui peuvent être installés en parallèle. C'est-à-dire que maintenant, pour les développeurs, c'est vraiment un outil très très pratique pour les développeurs. C'est que vous pouvez installer sur la même machine, uniquement à partir des dépôts, plusieurs versions de PHP en parallèle. Donc c'est vraiment super sympa. Ça mérite une conf presque uniquement. Ça mériterait une conf uniquement sur ce sujet-là. Donc j'espère que c'est un rappel pour tout le monde. Aujourd'hui, dans PHP, on maintient actuellement 3 versions. Donc, la version 5.6, mais la version 5.6 a déjà atteint sa première fin de vie. C'est-à-dire que pour PHP 5.6, c'est plus la peine de faire des rapports de bugs. On corrige plus de bugs. On ne corrige plus de PHP 5.6 n'évolue plus. Il est passé en mode security, donc la seule chose qu'on corrige en PHP 5.6, c'est les correctifs de sécurité. Si on nous rapporte un bug de sécurité, il sera corrigé, mais c'est la seule chose qui va se passer dedans. Donc c'est pratiquement inactif. Et donc les 2 branches stables qui sont, elles, activement maintenues, donc la 7.0, elle arrive en fin de vie, en première fin de vie au mois de décembre, et elle sera maintenue donc 1 an en sécurité. Et puis donc la 7.1 qui est vraiment la version actuelle, donc qui elle sera maintenue jusqu'à fin 2018. Voilà, on a encore un petit peu de temps. Et puis donc la branche 7.2 qui va commencer à être développée, enfin on va commencer à finaliser le développement plutôt pour une sortie, on verra tout à l'heure en fin d'année. Juste une parenthèse, parler un petit peu quand même de mon travail. Donc, dans les distributions pour entreprises, souvent on avait tendance à dire ça freinait l'adoption et le déploiement des nouvelles versions. Souvent les distributions entreprises avaient une mauvaise image parce qu'on restait sur des vieilles versions de PHP et que c'était pas bon pour le projet. Donc maintenant, pour le monde Red Hat, on a donc aujourd'hui sur Red Hat, par défaut c'est la PHP 5.4, donc les gens disent ouais c'est vieux, c'est très très vieux. Effectivement, c'est très très vieux. Mais on a des gens qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin d'une version qui soit maintenue pendant 10 ans. Ça correspond à une demande qui a avant été le mode de fonctionnement par défaut. Mais désormais, on fournit aussi la 5.6
et la 7.0. Donc, sur une distribution entreprise avec une maintenance à 10 ans, vous avez quand même possibilité d'installer les versions très très récentes de PHP. Là, je parle de distribution de paquets officiels supportés par la distribution supportée par Red Hat. Et je pense qu'on aura normalement prochainement une 7.1 ou une 7.2, ou enfin, je ne sais pas quelles seront exactement les... Enfin, je ne peux pas forcément le dire, mais normalement, on devrait avoir une nouvelle version prochainement. Donc, un petit focus sur le cycle de release. Ça, c'est des rappels, enfin, je pense que c'est des rappels. Donc, normalement, l'objectif qui est écrit, hein, j'ai mis en bas du slide le lien vers la RFC qui a été approuvée par les gens du projet. L'objectif, c'est une version majeure tous les 3 ans. Donc, là, on est sur la 7, il y aura la 8, il y aura la 9, etc. Bon, entre la 5 et la 7, il y a eu 6 ans. Ça correspond bien, ça fait à peu près ça. Dans les versions majeures, on peut se permettre de casser la compatibilité. Alors, c'est jamais quelque chose dans le projet PHP, je vais beaucoup en parler, la compatibilité, parce que c'est vraiment aujourd'hui devenu, pour nous, une préoccupation majeure, de dire on ne va pas casser la compatibilité pour le plaisir. Il y a des choses, effectivement, il y a des incompatibilités, il y a des petites choses qui changent d'une version, dans les versions majeures, on peut changer des choses, mais normalement, on essaye de ne pas casser. Je vais prendre un exemple, il y a des gens qui nous disent oui, mais il y a des fonctions qui sont écrites en camel case et d'autres qui sont écrites en snake. Mettez tout en camel case. Pourquoi faire? Oui, c'est pas joli, oui, c'est inconsistant, oui, mais ça fait 20 ans qu'on vit avec ce nom de fonction qui est inconsistant. Alors effectivement, les gens qui se moquent de PHP, il y avait une conférence tout à l'heure qui nous racontait que les gens se moquent de PHP. Ils se moquent de PHP parce qu'on a effectivement des choses qui ne sont pas forcément très très cohérentes. Mais oui, mais on ne va pas s'amuser à le corriger. Si on le corrige, on casse 1 milliard de lignes de code. Donc aucun intérêt. Ensuite, une version mineure. L'objectif donc de publier une version mineure chaque année. Donc, quand je dis mineur, c'est 7.1, 7.2, 7.3. Donc, l'année dernière, on a publié la 7.1. Cette année, on devrait publier la 7.2. Et donc, une version de correction de bugs tous les mois, mensuellement. Donc, normalement, tous les mois, vous devez voir, enfin, toutes les 4 semaines même exactement, vous devez voir sortir une nouvelle version. Donc, la dernière, c'était la 7.1.5. Il y aura la 7.1.6, 7.1.7, etc. Tous les mois. Quand il y a des correctifs. Pour la 5.6, vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas eu de 5.6.31, de 5.6.32. Ça fait 2 mois qu'il n'y a pas de version parce qu'il n'y a pas eu de correctif de sécurité. Donc il n'y a pas eu besoin de publier une nouvelle version. Je reviendrai dessus. Alors un petit slide un petit peu complexe, c'est pour vous illustrer qu'est-ce qui se passe au niveau Git. Donc sur la ligne du haut, vous avez la branche 7.1, j'ai pris l'exemple de la branche 7.1. Ce qui est important de voir sur cette branche, c'est qu'à un moment donné, donc là, la première barre verticale, on a tagué la 7.1.4 RC1, donc on a créé une branche 7.1.4, on a publié une RC. Et normalement, cette branche-là, elle ne bouge plus. On laisse la RC pendant 2 semaines, et au bout de 2 semaines, on publie la version 7.1.4. Et de même, donc 4 semaines plus tard, on tag la version 7.1.5 RC1 dans une nouvelle branche qui va servir au développement de la 7.1.5. Et la branche principale, elle continue à évoluer et passe déjà en 7.1.6. Donc ce qu'il faut retenir en fait de ce graphique peut-être un peu compliqué, c'est que le cycle de développement des versions de correction de bugs, c'est 4 semaines. Donc il y a 4 semaines entre les versions et 4 semaines de développement pour chaque version. Bon, c'est décalé avec le mécanisme des versions de 15 jours. Au niveau de la date de publication, l'habitude du projet, c'est que au niveau de Git, la version, en fait, elle est taguée, elle est créée le mardi. Mais en réalité, elle va être annoncée uniquement le jeudi. Donc il se passe 2 jours. C'est quoi ces 2 jours? On peut se le poser. Donc en fait, pendant ces 2 jours-là, la version, elle existe, elle est mise à disposition d'un certain nombre de personnes, notamment les gens qui font de la QA. Elle est fournie à Microsoft qui prépare les builds pour que les builds soient disponibles le jeudi. Et on peut, à ce moment-là, encore détecter des petits problèmes de dernière minute. Ça m'est arrivé très régulièrement de bloquer des versions parce que l'archive était corrompue, il manquait des fichiers, ou à la compilation, on a détecté un bug de dernière minute. Ça peut arriver. Normalement,
si on applique la règle, normalement, la version RC doit être identique à la version stable. C'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir... C'est-à-dire qu'on doit plus committer, on ne doit plus changer. C'est-à-dire que si vous prenez une version RC, si vous avez pris la 7.1.5 RC, vous avez la 7.1.5, c'est exactement la même chose. Normalement, il n'y a plus de modification. Alors, bien sûr, c'est la règle générale, sauf qu'il y a toujours des exceptions. Et ces exceptions, en fait, c'est globalement les bugs de sécurité. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'on applique des patchs de sécurité. Puisque les patchs de sécurité, donc on va arriver sur la partie gestion de la sécurité, les patchs de sécurité, en général, on les prépare en amont de manière non publique. Parce qu'évidemment, si on rendait public un bug de sécurité dès qu'on connaît le bug, ça veut dire que tous les petits malins pourraient exploiter le bug et faire cracher les serveurs ou attaquer vos serveurs. Donc les correctifs de sécurité, c'est les seuls correctifs qui sont traités de manière privée, hors public. Donc il n'y a qu'un nombre réduit, restreint de personnes, donc normalement quelques développeurs de PHP triés sur le volet, plus un certain nombre de personnes impliquées dans les distributions, qui vont travailler sur le correctif de sécurité. Et donc quand on tag la version, au moment de publier la version, on applique les correctifs de sécurité donc au dernier moment pour qu'ils soient uniquement disponibles au moment que et quand on sort la version, on dit voilà, telle version sort avec tel correctif de sécurité. Le problème, ce qui s'est passé, c'est si vous reprenez les annonces de version des versions d'il y a quelques mois ou au cours de l'année 2016, on avait des versions qui sortaient avec 10 ou 12 correctifs de sécurité. Il y avait énormément de bugs de sécurité qui étaient corrigés. Et donc, ça voulait dire qu'entre entre la version RC et la version GA, on avait énormément de différences, on avait énormément de correctifs. Alors, à un moment donné, on a commencé à réfléchir, on se dit, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce que premièrement, il y en a plein qui ne sont pas des vrais bugs de sécurité, c'est des choses qui sont tellement mineures que ça ne vaut pas le coup d'être traité en sécurité, c'est inexploitable. Et on avait un risque énorme, c'est que comme ces correctifs-là n'étaient pas passés par la RC, ils n'avaient pas été testés ou testés à minima par quelques développeurs, et on a eu des moments où on a des patchs de sécurité qui ont cassé la version. Et on a eu quelques versions, bon, des fois on l'a détecté à temps, on a pu le corriger, mais on a des versions qui sont sorties avec des régressions. J'ai plus les références des régressions en tête, mais on a eu quelques régressions qui étaient directement liées à des bugs de sécurité. Donc il y a eu à un moment donné, ça fait un moment que moi j'essayais de pousser à ce qu'on traite les bugs de sécurité différemment, mais là ça a vraiment fait réfléchir, on a dit on ne peut plus continuer comme ça. Donc il y a une RFC qui a été appliquée. Et enfin, c'est pas une RFC parce que c'est la sécurité, donc c'est un peu de manière différente, mais qui est publiée sur le wiki, qui est donc la stratégie officielle de gestion des correctifs de sécurité. Donc, on a introduit une classification en 3 niveaux. Alors oui, il y a beaucoup de choses à lire, mais c'est en anglais, mais c'est plus pour mémoire. En gros, le bug de classification élevé, le niveau le plus haut, c'est un bug qui est exploitable à distance. C'est-à-dire que quelqu'un, à distance, vous avez une application, il est capable, en agissant sur votre application, de corrompre PHP, de voir des fichiers qu'il ne doit pas voir, de modifier le code ou des choses comme ça. Ça, c'est le niveau le plus élevé, mais c'est le niveau qui arrive pratiquement jamais. Le dernier qui a été corrigé, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'en était un sur le header proxy. Si vous envoyez un formulaire avec un header proxy, l'application transformée en HTTP proxy, après elle est utilisée. Bon, c'était un bug effectivement exploitable à distance. On n'a pas vraiment eu de preuves qu'il y ait des applications concernées par ce bug qui permettaient de l'exploiter, mais le bug a été jugé en sévérité la plus haute, donc on l'a corrigé. Ensuite, il y a le niveau médium. Donc le niveau médium, c'est des choses qui sont un peu plus difficiles à exploiter, qui sont sur des extensions non standards, qui sont sur des... Bon, mais qui méritent quand même le terme de bug de sécurité, donc il faut les corriger. La partie qui m'intéresse le plus, c'est la partie niveau bas. On a énormément de rapports de bugs. On va dire que pratiquement 99% des bugs de sécurité qui ont été corrigés au cours de l'année passée sont dans la catégorie low. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des choses qui ne sont même pas exploitables, qui n'ont absolument pas d'intérêt. Typiquement, enfin,
Je pense à toute une série de bugs, de rapports de bugs qu'on a en ce moment, où les gens, ils commencent, l'exploit commence par la création d'une chaîne de 2 gigas. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui te font tourner encore un PHP sans limite de mémoire? Alors, je sais qu'il y a certaines applications type Alfresco, des choses comme ça, qui demandent des limites mémoire relativement hautes, proches du giga, mais normalement, on tourne tous avec une limite mémoire. Normalement, le standard, c'est 128 mégas, ce qui est déjà très, 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 très élevé, ce qui est beaucoup trop élevé à mon idée. Voilà, donc s'il faut commencer à ce que l'application accepte une chaîne de 2 gigas, le risque, voilà, le risque n'existe pas. Et puis aussi dans cette classification, on ne va pas les détailler tous, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais on a décrit toute une série de cas qui ne sont pas pour nous des bugs de sécurité. Bon, j'ai un exemple. Si vous tournez avec des outils de débugger style Xdebug, on ne met pas Xdebug en prod. Voilà. Donc si vous mettez des outils de débugage, enfin Xdebug, mais il y en a d'autres, si vous mettez des outils de débugage sur une machine de prod, si à un moment donné ça pose des problèmes de sécurité, c'est pas PHP qui est en cause, quoi. Ou même chose, si vous faites une configuration stupide, j'ai vu jusqu'à des gens qui faisaient tourner leur serveur FPM sous le compte-route. J'ai vu des choses comme ça. Bon, si vous faites de la configuration stupide, vous aurez des problèmes de sécurité, mais c'est pas des rapports, c'est pas des choses qu'on va traiter comme étant un bug de sécurité de PHP. Oui, donc j'en ai déjà parlé du problème du memory limit. Hein, donc le memory limit, par défaut 128, donc tous les exploits qui utilisent des chaînes de 2 gigas, enfin il y en a beaucoup en PHP 7 en ce moment, ne sont pas considérés comme des bugs de sécurité. Et un deuxième sujet on en a corrigé énormément dans les 2 ans qui viennent de se passer, qui sont tous les bugs autour de serialize et unserialize. Le truc, c'est que serialize, unserialize, je ne sais pas si vous utilisez encore ces fonctions-là. En gros, dans la doc, il y a un énorme pavé rouge qui vous dit ces fonctions ne sont pas sécures. Donc, ne jamais utiliser ces fonctions-là sur des données venant de l'utilisateur. Pourquoi? En gros, vous exposez la mémoire de PHP. Parce que serialize, il sort une chaîne de caractères qui est la représentation mémoire. Donc, quand vous faites la fonction unserialize, en gros, vous avez accès à la mémoire de PHP, vous pouvez faire n'importe quoi. Donc, c'est des fonctions qui ont du sens pour une utilisation très particulière, globalement sauvegarder un contexte dans votre session, mais ça ne doit servir qu'à ça. Je dis ça, j'ai vu des gens faire du web service en échangeant des données sérialisées. Alors qu'il y a des choses qui sont prévues pour, typiquement du JSON, mais j'ai vu des gens utiliser ça. Donc aujourd'hui, ces bugs-là, donc ce qui est très important, c'est dans leur gestion de ces bugs-là. Donc maintenant, tous les bugs low, en dessous de low, enfin du niveau de sécurité bas, on les traite comme des bugs normales, c'est-à-dire qu'ils seront corrigés dans une version RC. C'est-à-dire qu'ils vont bénéficier des 4 semaines de développement, ils pourront être testés, ils seront livrés aux utilisateurs qui vont prendre les RC et ils seront testés. Parce qu'on considère que c'est des niveaux de sécurité qui sont tellement faibles, qu'ils sont quasiment inexploitables, ça n'a pas d'intérêt de les corriger de manière privée. Donc on les corrige comme des bugs normaux, ils passent dans la liste candidate comme les autres bugs, et ils peuvent être testés par les utilisateurs, et on va éviter tous les ennuis. Bon, bien sûr, si demain il y a un rapport de bug de niveau élevé, on le traitera comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire qu'on appliquera le correctif juste le jour de la publication de version pour ne pas rendre la vulnérabilité publique. Et donc, cette réorganisation importante, je ne sais pas si vous y en avez qui l'avez remarqué, ce changement, c'est ce qui explique que ça fait 2 mois qu'il n'y a pas eu de version 5.6 de publiée. Parce que depuis 2 mois, il n'y a pas eu de bug de sécurité jugé de niveau suffisant pour mériter d'être corrigé. Voilà, donc ça c'est important, j'en parle dans une conférence dont le sujet c'est la qualité. Mais ça me semble très très important que la sécurité soit associée à la qualité, parce qu'on s'était rendu compte qu'une mauvaise gestion des problèmes de sécurité a entraîné une mauvaise qualité, puisqu'on a introduit des régressions, on a eu une très très mauvaise gestion avec des correctifs trop gros qui ont introduit des changements non voulus.
Donc vraiment, c'était voilà sur le cycle de version et donc la refonte de la gestion des bugs de sécurité. Très vite, un petit focus pour la 7.2, c'est pour vous commencer à vous donner envie de regarder ce qui va se passer. Alors, on est vraiment au tout début, hein. Donc, déjà, comme je l'ai déjà dit, les release managers ont été nommés. Donc, ça sera Sarah Golemon et moi-même qui auront le plaisir de faire ça pour vous. Et donc, la roadmap, normalement, on va commencer à sortir les premières versions alpha au mois de juin. On en a prévu 3, après on va voir. À partir du mois de juillet, on va commencer à sortir quelques versions bêta. Là, on va commencer à faire la branche, on va créer la branchette 2, et là, on va finaliser. Ce qui veut dire aussi qu'à un moment donné, les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités, quand on va sortir les RC, enfin les bêta, pardon, il faudra qu'elles soient finies. Il peut y avoir des bugs, c'est normal dans un cycle de développement, mais en gros, toutes les fonctionnalités qui sont prévues pour la 7.2 devront être terminées au moment de la bêta. Elles devront être en phase de débugage. Et puis donc à partir de, donc ça sera cet été, et à partir de fin août, donc on devrait commencer à sortir le cycle de release candidate. On en a prévu 6. Bon, encore une fois, on a dupliqué ce qui avait été fait pour la 7.1. On pense que ça sera suffisant. On pense qu'on aura assez de retours de nos utilisateurs qui vont commencer. On sait que les gens, souvent, ils commencent à tester les RC. Donc, c'est pour ça qu'on fait plus de RC. Et donc, on espère qu'on aura suffisamment de testeurs et de retours sur les 6 versions RC pour pouvoir sortir une 7.2 GA fin novembre. Voilà. Donc, mais donc là, on en est, vous voyez, ça arrive bientôt parce que c'est le mois prochain. Mais bon, il y a encore du boulot. Donc, je voudrais vous parler c'était vraiment le sujet principal, de l'assurance qualité, de comment on pilote la qualité de PHP. Quand on parle de qualité, bien sûr, on pense aux bugs. Moi, je pense surtout, le point le plus critique pour nos utilisateurs, c'est les régressions. Ce qu'on va chercher à chasser au maximum, c'est les régressions. Les bugs, c'est différent, parce que les bugs, il faut qu'ils nous soient rapportés. Quand on nous rapporte un bug, qu'on arrive à le reproduire, qu'on le corrige, après, on va essayer de mettre un test unitaire pour s'assurer que ce bug ne revient pas, et pour s'assurer qu'il est corrigé, et pour s'assurer qu'il ne revient pas. Donc ça, c'est important. Mais au quotidien, le contrôle qualité, c'est surtout de s'assurer qu'une nouvelle version, un correctif, ne va pas introduire une régression et un changement de comportement non voulu de PHP. Hein, parce je pense que la plupart des gens, j'espère que vous avez remarqué, aujourd'hui, les migrations pour passer de la 7.0 à la 7.1, c'est des choses qui se font très très bien. Il n'y a plus de gros problèmes de migration comme il y a pu y avoir, par exemple, entre la 5.3 et la 5.4. Ça, c'est parce que vraiment, le projet a pris conscience qu'il fallait rester rétro-compatible avec les versions précédentes et qu'il ne fallait pas casser des choses, il ne fallait pas introduire de changements de comportement. Alors, on peut avoir des petits changements acceptables et documentés, mais on essaye de les limiter au maximum. Et en particulier dans les versions mineures, normalement, on ne devrait jamais casser quelque chose. Donc PHP a une grosse suite de tests, hein, qui contient, je ne sais plus, on est à plus de 10 000 tests unitaires. Donc à chaque fois qu'on fait des changements dans PHP, on va déclencher l'exécution des 10 000 tests unitaires. Alors, la question c'est, est-ce que c'est suffisant? Clairement, c'est pas suffisant. On sait qu'on n'a pas une couverture du code de 100%. On sait qu'on n'a pas tous les cas qui sont couverts par les tests unitaires. On sait qu'on manque de tests unitaires. Il y a des gens, en ce moment, régulièrement, qui contribuent en nous proposant des nouveaux tests. Ils ont dit, tiens, telle fonction, il n'y a pas de test unitaire, donc je vais rajouter il y a des gens qui rajoutent des tests unitaires régulièrement. Il y a des choses qui ne sont pas faciles du tout à tester. Donc, il y a encore du progrès à faire. Donc, déjà, par rapport à la couverture, on sait que c'est pas suffisant. Le projet PHP utilise Travis et App Veilleur pour le monde Windows. PHP, énormément de projets utilisent les mêmes outils pour faire leur contrôle qualité. Il y a deux problèmes avec Travis, ou ce mode, ce qu'on appelle le CI.
Alors déjà, le problème de Travis, c'est que ça tourne sur une distribution qui n'existe pas. Voilà, c'est un truc, c'est bien, c'est la distribution Travis. Alors si c'est une base Ubuntu quelque chose, mais le problème c'est qu'ils ont plein de trucs. Enfin, ça correspondra jamais à une machine que les gens utilisent chez eux. Ça correspondra jamais à un vrai environnement d'utilisation. Donc déjà ça c'est un petit peu embêtant. Mais surtout dans le CI classique, qu'est-ce que vous supervisez, qu'est-ce que vous surveillez? C'est vous surveillez le changement dans votre code. C'est-à-dire que vous modifiez votre code, vous lancez des tests unitaires pour vérifier que vos changements à vous n'ont pas cassé votre code à vous. Voilà. Mais vous n'êtes pas sûr qu'une modification dans PHP ne va pas casser Symfony, par exemple. Or, c'est bien ça qui nous intéresse. Alors, on pourrait ajouter dans la test suite de PHP d'exécuter Symfony, les tests unitaires de Symfony, les tests unitaires de ZenFramework, les tests unitaires de Laravel et de tout ce qui existe un peu à côté. Ça serait du boulot, on pourrait le faire. Et en fait, bah, c'est ce qu'on fait nous, chez Fedora. Donc, c'est vraiment un outil complémentaire qui permet d'aider le projet PHP. C'est-à-dire qu'on fait de l'AQA en permanence, de la stack PHP. Donc on a un outil qui s'appelle Cocher. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Alors là encore, on monitore pas le monde entier. On monitore à peu près 500 bibliothèques, applications qui sont disponibles, enfin 500 paquets autour de PHP. Dans ces 500 paquets, on a les principaux, enfin on a Symfony. On a Symfony, Doctrine, Zend, enfin tout. On doit pas, enfin pour les principaux frameworks, Netté, je sais pas, on a React, dont il y avait une conférence tout à l'heure avant. Enfin, on a et puis énormément de petites bibliothèques à gauche, à droite, et on passe notre temps à exécuter les tests unitaires. Et là, c'est pas quand le code change, parce que la version, on a une version de Symfony, la version de Symfony, elle ne change pas. C'est pas ça qui nous intéresse. Ça, c'est les gens de Symfony qui gèrent leur test unitaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire si PHP change, PHP sort une version 7.1.6 RC1, parce que bien sûr, on met dans notre système de test, on met les versions RC. Donc, on installe une nouvelle version RC de PHP et on va déclencher tous les tests unitaires pour vérifier que cette version RC ne casse pas Symfony ou les autres applications. Des choses qui peuvent changer, par exemple une bibliothèque système, des souvenirs, par exemple ICU, qui est la bibliothèque utilisée pour l'internationalisation. On a eu des surprises où il y a eu des cas où quand la bibliothèque a évolué, ça a cassé des choses dans PHP ou dans certaines applications. Et même chose, on supervise aussi toutes les extensions PHP. Enfin, on ne les a pas toutes, on en a 40 ou 50. C'est pareil, quand les extensions évoluent, on rebuild et on rebuild en continu. Donc c'est vraiment la démarche inverse du CI normal, c'est qu'on ne relance pas un build, enfin, on ne relance pas les tests unitaires quand une bibliothèque change, mais quand toutes ses dépendances, quand tout ce qu'elle utilise, quand il y a quelque chose qui bouge dans tout ce qu'elle utilise. Et bien sûr, avec le cas extrême, quand par exemple il y a une mise à jour de la glibc, puisque pour tout le monde, c'est vraiment l'une des bibliothèques fondamentales sous Linux, quand il y a une nouvelle version de la glibc, on rebuild la totalité des 16 000 paquets ou plus qu'il y a dans la distribution pour s'assurer qu'il n'y a rien de cassé, quoi. Et donc, puisque ça, j'ai dû le dire, on utilise les versions RC parce que c'est important pour nous de profiter de ces 2 semaines de la RC pour détecter au plus tôt les bugs. Alors ça, c'est une liste qui doit être assez ancienne, mais j'ai noté un certain nombre de régressions qu'on a vues. À un moment donné, par exemple, vous voyez, je parlais d'ICU. Le premier exemple, c'est qu'il y a une version, à un moment donné, nouvelle version d'ICU, et derrière, Zend, la partie internalisation de Zend ne marchait plus. Donc on a travaillé, on l'a rapporté aux gens de Zend et on a corrigé le problème. Tout ça, c'est des choses qui arrivent. Je ne vais pas rentrer sur tous les... Mais on en découvre en permanence, hein, des choses qui bougent et qui cassent quelque chose. Ce n'est pas forcément PHP qui casse les autres trucs, mais ça arrive. Alors, je voudrais faire un zoom sur quelque chose qui s'est passé
pour vous montrer que vraiment on découvre des choses. Donc là, c'est un exemple. C'est quelque chose qui s'est passé en 7.0.18 ou en 7.1.4. On a mis la version RC dans notre système de supervision et on s'est rendu compte qu'il y avait des petites choses qui étaient cassées. Donc les petites choses, c'est les extensions, je ne sais pas si vous savez, elles ne sont peut-être pas forcément les plus connues, AST et YAML. Et ça cassait aussi Gutzel et Symfony, donc presque rien. Alors, bon, moi je fais de la QA, je détecte, et tout de suite ce que j'ai fait, c'est que j'ai été le rapporter au projet concerné pour leur dire attention, là il y a un souci, il va falloir qu'on travaille dessus. Alors, pour ce qui est de Symfony, d'AST et d'YAML, en fait, il y avait un bug qui corrigeait les numéros de ligne rapportés par les réflexions. Enfin, un truc. Donc, mais là, il y avait vraiment un bug. Et donc, en fait, la correction du bug a entraîné des problèmes de tests unitaires. Mais c'était vraiment des problèmes que de tests unitaires. C'était pas des problèmes. Bon, on n'a rien cassé, c'était pas grave. Donc, ça, mais on l'a détecté, on s'est posé des questions, on a réfléchi et on a dit c'est bon, on laisse. Pour Gutzel, c'est un peu plus compliqué. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un correctif de sécurité de niveau bas. Vous voyez, aussi l'avantage, sécurité niveau bas, il est donc passé dans la RC. Et ce correctif de sécurité, c'est la ligne fsoc open, là, je ne sais pas si vous arrivez à la lire, où en fait, si vous mettiez un numéro de port dans le nom de host, il utilisait le nom de port au lieu de prendre le deuxième argument. Donc ça pouvait poser des problèmes de sécurité. Donc il y a eu une correction, et la correction faisait qu'on ignorait ce qu'on appelle le garbage, enfin tout ce qui pouvait traîner à la fin du nom de host, il était éliminé, ignoré, et comme ça on n'avait plus de problème de sécurité. Le bug de sécurité était effectivement corrigé. Et le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que les tests unitaires de Gutzel ne marchaient plus. Parce qu'en fait, ils envoyaient Gutzel à un moment donné sur une configuration proxy, envoyer une URL avec un slash final qui n'aurait pas dû être. Alors on s'est posé la question, on a discuté avec les gens de Gutzel, et on s'est dit, bon, c'est effectivement un bug de Gutzel. Puis c'est un correctif de sécurité, donc on n'aime pas revenir sur les correctifs de sécurité. On avait corrigé un truc, on a dit Gutzel, c'est quelque chose qui n'est pas bien, donc on va corriger Gutzel. On a vu ça avec les gens de Gutzel. Puis on a sorti la version 7.0.18 et 7.1.4 en se disant, bon, bah, c'est bon, on a géré. Et puis dans les jours qu'on suivi, boum, 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 alors là les rapports de bugs sont dégringolés les uns derrière les autres. Il y a plein d'autres projets qui étaient cassés, qu'on n'avait pas détectés, parce que, comme je disais, moi je monitore 500 paquets, mais 500 paquets, c'est pas le monde entier. Hein. Dans Packagist, on doit être plus près de 50 000 que de 500. Et il y avait des gens qui utilisaient les URL, donc sur la fonction stream socket client notamment, ils utilisaient des URL avec des choses bizarres à la fin, qui n'étaient absolument pas documentées. Dans la documentation, c'est marqué que vous devez donner une URL, un nom de host. Et les gens, ils mettaient des choses à la fin, et ils avaient obtenu un comportement qui n'était pas décrit dans la documentation. Enfin, s'il y avait un petit truc, il y a une ligne dans la documentation, un commentaire qui dit « Ouais, si on met des trucs à la fin, ça permet d'avoir plusieurs connexions persistantes. » C'est le problème de ce qu'on appelle les undefined behavior. C'est pas documenté, ça fait un truc, mais comme c'est pas documenté, on peut pas dire ce que ça doit faire, quoi. Mais bon, ça casse énormément de choses. Donc juste pour vous dire, ça a été corrigé dans la version suivante, donc la 7.0.19 et la 7.1.5. Le correctif de sécurité a été supprimé, on l'a enlevé. On est revenu à la situation précédente qui marchait bien pour tout le monde. Et puis maintenant, on va se dire, bon, on va essayer de trouver une autre solution de corriger le bug. On va essayer de le traiter différemment et on va essayer de trouver une solution qui ne casse pas tout. Voilà. Mais au-delà de ce problème qui est vraiment comment dire, anecdotique, c'est juste pour vous montrer que l'AQA est importante. Il est très très important d'en faire, et d'en faire beaucoup, on n'en fait pas assez. Donc c'est en gros ma conclusion, c'est que PHP a besoin de vous, c'est-à-dire qu'il y a des versions RC, il faut les tester. On était un peu triste que les gens nous rapportent le bug le lendemain de sortie de la stable. On aurait préféré que les projets qu'on a cassés, ils nous le signalent avant qu'on sorte la stable, quoi. Voilà. Et donc des gens qui n'utilisent pas les versions RC, ils viennent se plaindre après, quoi. C'est dommage.
Donc même chose, utiliser les RC. Là, on va commencer à sortir de la 7.2. Donc dès qu'il y a des bêtas, si vous êtes développeur, enfin, pas en prod, hein, mais sur les machines de développement, commencez à installer la 7.2, commencez à la tester, commencez à remonter les rapports de bugs, les régressions, etc., pour qu'on puisse les corriger et travailler dessus au plus vite. Et pour ceux qui utilisent Travis, activez Nightly. Hein, Nightly, aujourd'hui, c'est la 7.2. Activez Nightly. Même si vous êtes en fêlure, il faudra les corriger. Voilà. Juste de manière anecdotique, deux, trois petits changements que j'ai détectés dans la QA, parce que je commence à faire de la QA sur la 7.2, je commence à réutiliser des choses. Donc les choses qui sont en train de remonter des problèmes dans les applications, dans les bibliothèques. Bien sûr qu'il y a Mcrypt qui a disparu, bon débarras. Ça mérite une conf à elle toute seule, je ne reviendrai pas dessus, mais bon. On a un problème avec Count. Il y a beaucoup de tests unitaires qui sont cassés à cause de Count, notamment sur des Count sur nul. Ça lève des warnings, on n'a plus le droit de le faire. Là, en ce moment, on travaille sur un problème avec Pereg, qui a un changement de comportement qui commence à casser des choses, notamment c'est les gens de Symfony qui ont rapporté le bug de mémoire. Donc là, pour l'instant, ça casse des choses. On est en train de travailler dessus, on va le corriger. Et puis le contrôle des prototypes, là, il y a pas mal de bibliothèques qui pètent, où il y a des classes surchargées qui n'ont pas les bons prototypes et ça fout la pagaille. Voilà. Donc il y a déjà des choses, je commence moi personnellement à rapporter des bugs à différents projets pour dire voilà, il y a tel problème avec PHP 7.2, commencez à travailler dessus. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez donner du feedback, je vous ai mis le lien sur Joined. Et n'hésitez pas, ça pourra toujours me servir, ne serait-ce que pour améliorer cette présentation que je pourrais avoir l'occasion de redonner. Puis il doit nous rester 3 minutes pour les questions, si j'ai bon. Il a bien fait son boulot, il y a 3 minutes pour les questions. Allez-y. Merci, c'était très intéressant. Tu parlais par rapport aux issues liées à la sécurité, à ce qui se passait une fois que ça avait été, une fois que c'était dans vos mains, mais qu'est-ce qui se passe un tout petit peu avant, par exemple? Ça m'intéresse, par exemple. Comment est-ce que la plupart des issues sont trouvées? Est-ce que c'est des gens de chez vous? Est-ce que... Non, il y a des gens qui s'amusent à faire des audits de sécurité. Il y a des gens qui ont fait des analyses de code, hein, tout simplement. Et puis il y en a que c'est leur plaisir. Parce qu'il y a aussi, à un moment donné, il y a eu des bug bounty, c'est-à-dire des chasses aux bugs qui ont été ouvertes avec des pépettes à la clé. Alors pas par nous. Hein. Le projet PHP n'a absolument aucun budget, ne pourrait pas mais récompensé. Donc il y avait des trucs. Si vous trouvez un bug PHP, sécurité PHP, vous gagnez $1000. Voilà, par exemple. Puis il y a des gens qui aiment ça ou qui cherchent, quoi. Donc après, le rapport, je l'avais mis sur le side, ça passe par bugs.php.net, mais simplement il y a une case à cocher sécurité, et automatiquement le bug est caché et n'est visible que par l'équipe sécurité. Est-ce que c'est comme sur Linux ou je crois que c'est Linux qui fait ça à partir d'un certain temps ou des fois ça devient public ou oui, alors ça c'est ce qu'on appelle le responsive disclosure. C'est-à-dire qu'en général, quand on travaille, les gens qui font ça, c'est pas des voyous, c'est des gens qui sont en général relativement sérieux, donc ils nous rapportent un bug de sécurité et après on négocie avec eux le délai de correction. Et après effectivement, s'il y a un bug de sécurité qu'on corrige pas, au bout d'un mois ou deux, bon, en général c'est au moins un mois, ils savent qu'on a un cycle de version d'un mois, donc en général ils nous donnent au moins un mois, quoi. Mais après si on ne corrige pas le bug, eux ils le rendent public et puis c'est de notre faute, quoi. D'accord. Après c'est une négociation, puis il y a ceux qui sont bien puis ceux qui sont pas bien, quoi. Parce que j'en ai vu qui tweetaient les bugs de sécurité, hein. Je ne donnerai pas de nom, mais j'en ai vu un qui s'amusait à tweeter les bugs de sécurité, quoi. Donc pas très sympa, quoi. Ouais, moi j'ai une question là, à droite. L'autre droite. C'est une question un peu simple, mais tu disais que il y avait une backward, vous gardiez les compatibilités avec les vieilles versions, mais ça peut pas, dans l'absolu, ça peut pas être gardé à l'infini. Si on prend un changement de notation, tout bêtement, la prise en compte des crochets pour les tableaux au lieu de array, dans 10 ans, vous n'allez pas garder ça et tout ce qui a évolué en
en code. Si. Mais aujourd'hui, effectivement, on peut utiliser les crochets pour déclarer un tableau, mais la notation array fonctionne toujours. Et quel est l'intérêt de la retirer? Bah, j'ai jamais vu le code de PHP, mais je pense que dans 10 ans, ça va être un sacré spaghetti, quoi. Enfin, je sais pas. Non, mais bon, il y a des choses qui ont vocation à mourir. Je prends mon l'extension Mcrypt. Ça, fallait qu'elle meure, quoi. C'est-à-dire, c'est plus possible. S'il y a des gens qui font de la crypto, il y a personne de sérieux qui fait de la crypto avec ce truc-là, quoi. C'est un truc qui... Non, mais sérieusement, c'est mort depuis... Ça fait 8 ans que plus personne ne maintient, plus personne corrige les bugs, hein. Donc, faut le supprimer, quoi. Donc, oui, il y a des choses qu'il faut supprimer au bout d'un moment, mais pourquoi? Enfin, si on peut éviter de casser, on évite de casser, quoi. Après, si c'est maintenable, il n'y a pas de problème, mais je me dis, Oui, enfin... dans l'absolu, j'espère que ça vivra longtemps PHP, et à un Voilà. moment, ça va être... Ouais, mais bon, enfin, typiquement sur le truc de. Alors après, on introduit, il y a des changements. On introduit des nouvelles fonctions qui peuvent changer des comportements. Donc là, des fois, on change des choses, quoi. Mais on essaye de le limiter au maximum, et surtout, on le fait sur la version majeure. On le fait pas sur la version mineure, quoi. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, je fais un petit peu de SOAP et du coup, j'ai des tests unitaires qui utilisent la classe native SOAP Client, enfin, qui est une extension pour le coup. Et par exemple, j'ai détecté un changement de comportement entre la version 5, on va dire, et la version 7. Donc moi, dans mes tests unitaires, j'ai fait un switch case, un test en fonction de la version PHP. Mais est-ce que finalement, j'aurais mieux fait d'ouvrir une issue ou est-ce que... Parce que le mieux, finalement, c'est d'ouvrir une issue, de savoir si c'est normal ou... Oui, je pense que ça peut valoir le coup de rouvrir. Enfin, déjà, il faut lire les notes de version. Dans la documentation, il y a une page mise à jour vers 7.0. Parce que, bon, entre 5 et 7, il y a des cas... c'est acceptable. Si on peut l'éviter, on l'évite. Alors, je ne sais plus dans SOAP particulièrement, il faut regarder si c'est quelque chose de documenté. Donc, il faut lire la documentation ou dans le code source, il y a un fichier qui s'appelle upgrading ou upgrading internal, voir s'il y a quelque chose de documenté, voir dans le changelog. Après, s'il n'y a rien de noté, c'est peut-être des choses il faut creuser, quoi, effectivement. Alors je sais qu'il y a énormément de choses, par exemple, qui doivent impacter SOAP, qui sont liées à la sécurité, à l'activation de SSL et des niveaux de SSL liés à l'extension. Je ne sais pas si c'est lié à ça. Là, c'est des histoires d'entête, je crois, dans la requête HTTP qui remonte, enfin, une connexion qui est initialisée alors qu'elle ne devrait pas être initialisée. Du coup, j'ai des données d'initialisation de la connexion qui sont retournées en PHP 7, mais qui n'existaient pas en PHP 5, par exemple. Ouais, enfin, faudrait analyser. Bon, faudrait voir surtout, faut voir si c'est documenté. Si tu ne trouves pas de documentation, ça pourrait. Peut-être qu'il y a aussi une mise à jour de la documentation. Ne serait-ce qu'une mise à jour de la documentation à faire, hein, pour le décrire. Merci. Alors, ce serait la dernière question. Et du coup, si on autorise, si vous laissez en fait les anciennes fonctions qui font un peu doublon, pourquoi justement, pour pas faire un peu à terre un peu les rageux, ne pas créer des alias de fonctions pour uniformiser un peu toutes les. Ouais, enfin ça a déjà été abordé. Ouais. L'intérêt est faible, mais. Ouais. Pardon. Oui, enfin, ça a juste été discuté. Enfin, moi, j'ai tendance à dire que je ne vois pas trop l'intérêt. Enfin, non, parce que le problème, c'est que, ouais, on casse du sucre sur le dos de PHP, mais ça fait 20 ans qu'on casse du sucre sur le dos de PHP. Et puis, je pense que les gens qui ont cassé sur le sucre avec des arguments d'il y a 10 ans, aujourd'hui, ils n'ont pas regardé, ils ont les mêmes arguments qu'il y a 10 ans, et ça n'a pas d'intérêt d'essayer de les convaincre, quoi. Enfin, moi, j'ai un argument sur les noms de fonctions. Ils sont complètement barbares, parce que souvent, c'est des mappings de fonctions bas système du C. Et en fait, il y a un truc qui est génial, si vous faites man le nom de la fonction en ligne de commande, et ben, vous avez le prototype de la fonction PHP et ça marche. Oui, parce que c'est un mapping stricto de la fonction C. Donc l'intérêt, c'est que le man en ligne de commande fonctionne. Voilà. Donc un argument pour garder les noms actuels. Fallait bien en trouver. Hein. Merci. Merci Rémi.